Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une courte vidéo consacrée à l'intégration des citations à l'intérieur d'un commentaire ou à l'intérieur d'une dissertation. Intégrer des citations, on fait comment? Eh bien, tout d'abord, avant que d'évoquer l'intégration des citations proprement dites, je vais faire le point avec vous sur la façon dont on présente une citation. La citation, c'est tout ce qui n'est pas de votre plume. Il y a, pour insérer les citations, donc tout ce qui n'est pas de votre fait, des règles prédéfinies. S'il s'agit d'un titre d'œuvre complète, on le souligne, par exemple, les Contemplations. S'il s'agit d'un titre d'extrait, soit le titre d'un poème, le titre d'une section, le titre d'un article, alors on le présente entre guillemets. Par exemple, aujourd'hui, qui est l'une des sections du recueil de poèmes, les Contemplations. Les citations de mots, de phrases, d'expressions dans le corps du devoir sont, elles, encadrées par des guillemets. Par exemple, son œil devenir éclatant, qui est extrait d'un vers de Victor Hugo, je le mets entre guillemets. Si l'on doit modifier une citation, on le signale à l'aide de crochets. Je reprends la citation précédente, son œil devenir étincelant. Si je veux intégrer cette citation à ma rédaction et j'ai écrit Hugo indique que, je ne peux évidemment pas garder l'expression telle quelle. Hugo indique que son œil devenir étincelant n'a pas de sens, c'est une incorrection de langue. Donc je vais modifier le temps du verbe devenir. Je vais écrire Hugo indique que, guillemets, son œil devient étincelant et je ferme les guillemets. Et pour indiquer que la fin du verbe devenir a été modifiée, je la mets entre crochets. De la même façon, je vais utiliser des crochets et des points de suspension pour indiquer que l'on fait une coupe. Si on a besoin de supprimer une partie de l'extrait que l'on cite, soit parce qu'il est un peu long, soit parce que cela nous arrange pour des raisons syntaxiques. Reprenons le même exemple que plus haut, son œil devenir éclatant. Intégré dans ma rédaction, cela donnerait ainsi, ouverture de guillemets, son œil, je signale que j'ai fait une suppression, fermez les guillemets, éclaire le monde. Nous en venons maintenant à l'insertion proprement dite des citations. Quelques principes pour commencer. Les premiers vont concerner les coupes que nous avons mentionnées plus haut. La coupe que l'on réalise à l'intérieur d'une citation ne doit pas mettre en péril le sens de la phrase ni sa solidité syntaxique. Je ne peux pas écrire « Le berger met en équivalence toutes les choses comparant brebis ». La fin de ma phrase n'a aucun sens et je suis donc dans une incorrection de langue. Je vais donc renoncer à cette façon de faire et proposer une coupe différente. Le berger met en équivalence toutes les choses, comparant rose et brebis. Vous voyez que j'ai bien utilisé les crochets, les points de suspension pour indiquer que j'avais fait une coupe entre comparant et rose, et que j'ai de nouveau utilisé des crochets pour indiquer que je faisais une coupe entre rose et brebis, mais cette coupe-là, je l'ai en quelque sorte remplie. J'ai apporté dans cette coupe un mot de moi qui me permet de faire une phrase correcte syntaxiquement. Et donc ce mot-là, je le mets à l'intérieur des crochets. Deuxième principe, on ne coupe jamais dans une citation l'élément que l'on va commenter. Il n'aurait pas de sens d'écrire « une répétition est faite, il regarde tant disparu ». Alors ici, il y aurait un problème de sens de la phrase, et puis surtout, il n'y a pas de répétition dans « il regarde tant disparu ». Donc je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas mentionné. Je choisirais donc ici de garder le vers dans l'intégralité, dans son intégralité. Une répétition est faite, il regarde tant la nature que la nature a disparu. À propos des vers et des lignes, il y a également un principe à respecter qui est celui que si vous souhaitez indiquer la ligne ou le vers, les lignes ou les vers, il faut le faire en toutes lettres. Vous n'utilisez pas d'abréviation du type L.13, V.12 et encore moins de parenthèses. Le mot éclatant V12 n'est pas une formulation correcte. Par contre, le mot éclatant qui se trouve au vers 12 est une formulation correcte. On en vient à l'insertion proprement dite des citations dans les phrases que l'on rédige. La première méthode, la plus simple, celle qui paraît presque la plus évidente, c'est de juxtaposer la citation
dans ma rédaction. Juxtaposer, vous le savez, c'est un terme qu'on utilise en grammaire. Une proposition juxtaposée à une autre, c'est une proposition qui se greffe sur une autre à l'aide d'un point de ponctuation. C'est exactement la même chose pour la citation. Si la citation est courte, pas de problème, on enchaîne avec ce que l'on a écrit. Victor Hugo compose alors une image presque surréaliste. Deux points, ouvrez le guillemet, l'œil perce et franchit le miroir. Ici, c'est le rôle du deux points que de permettre à la citation de prendre sa place, de trouver sa place dans ma rédaction. Si la citation est longue, en particulier dans la poésie, il peut être de bon ton de revenir à la ligne, ce qui donnerait Victor Hugo s'adresse alors à sa fille, deux points, je reviens à la ligne, enfant, et contempler les choses, je reviens à la ligne, c'est finir par le plus les voir, fin de la citation, je reviens à la ligne, il montre ainsi que. Sur deux vers, vous pouvez vous poser la question. Soit vous revenez à la ligne ainsi et vous respectez la mise en page du poème, soit vous séparez les deux vers par un trait oblique qui indique que vous avez bien conscience que ce sont des vers, mais que vous n'avez pas souhaité, parce qu'il n'y en avait que deux, revenir à la ligne. Au-delà de trois vers, il est évident que vous revenez à la ligne et que vous séparez du reste de votre rédaction. La juxtaposition des citations, c'est la méthode donc la plus simple. Il en est une autre qui est peut-être un peu plus élégante. Il s'agit d'intégrer la citation à la phrase. Première possibilité, on l'intègre tout simplement à la phrase en utilisant un verbe introducteur. Hugo compose alors une image presque surréaliste quand il écrit que l'œil perce et franchit le miroir. Je vous invite ici à remarquer deux choses. Tout d'abord, le verbe introducteur écrit, qui fait que la citation va être prise dans une subordonnée introduite par que. Il écrit que l'œil perce et franchit le miroir. Et je vous indique aussi à voir que j'ai supprimé la majuscule à l'œil, puisque ici, comme la citation rentre dans ma rédaction, dans ma phrase, et qu'elle devient partie intégrante de celle-ci, il n'y a plus de raison de conserver une majuscule. La deuxième possibilité, c'est d'intégrer la citation à la phrase sans verbe introducteur. C'est évidemment la façon la plus élégante de procéder. Et cela donnerait l'œil, dans une image presque surréaliste, perce et franchit le miroir. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour insérer correctement les citations dans vos commentaires, dans vos dissertations. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente journée.